Africaines, Africains, en ce jeudi 2 janvier 2025, c'est avec beaucoup de joie, de reconnaissance et de gratitude que je vous adresse individuellement et collectivement mes vœux de bonne et heureuse année 2025 avec santé, joie, paix et amour en vos personnes et autour de vous. Je m'adresse également à vous, nos amis, qui êtes en Europe, en Amérique, en Asie, dans les îles des océans Atlantiques et Indiens. Et je me joins à vos plus ardentes et ferventes prières afin que cette année 2025 voie s'accomplir nos justes vœux et s'éclaircir le chemin de nos peuples en lutte pour leur émancipation totale. Oui, je voudrais à ce moment précis renouveler par ce canal les vœux que je leur ai déjà adressés par les chemins idoines aux chefs d'État africains investis pleinement dans l'émancipation africaine, que sont le président Abdourahmane Tiani du Niger, le président Assimi Goïta du Mali, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui font honneur et qui rendent à la fonction politique sa valeur aux yeux des Africains. Je leur adresse avec le président de notre mouvement en Côte d'Ivoire, le président Guillaume Kibafori Soro de GPS, je leur adresse mes vœux les meilleurs pour cette année 2025 ainsi qu'au peuple du Sahel en lutte pour notre honneur, notre prospérité, notre dignité d'Africains. Je voudrais, ici à Mondo Vision, adresser mes vœux les meilleurs à un homme d'État qui est aujourd'hui présent en Côte d'Ivoire, qui est le leader de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. C'est l'ancien président de la République, le président du PPACI, son Excellence M. Laurent Gbagbo. Je voudrais ici à Mondo Vision lui dire mes vœux et ma gratitude pour l'attitude exemplaire qui a été la sienne dans les séquences historiques difficiles que nous traversons. À ces grands dirigeants africains que sont les présidents Goïta, Tiani, Traoré, Soro Kibafori Guillaume, Laurent Gbagbo, je voudrais joindre tous les militants, toutes les militantes, tous les activistes, tous les intellectuels, africains authentiquement engagés pour l'émancipation de notre terre, que ce soit sur le continent natal africain ou dans les diasporas. Je leur présente mes vœux les plus chaleureux, comme je les ai présentés ici à tous nos peuples, du plus humble au plus gradé, à tous ceux qui, de près ou de loin, se battent et croient en la victoire de l'Afrique, dans la bataille pour sa souveraineté réelle, sa prospérité retrouvée, sa dignité affirmée, à toutes celles et ceux qui partagent notre foi en la justesse et en la justice de ce combat, je tiens à adresser mes vœux et mon invocation sincère auprès de notre Créateur, auprès du Maître de nos vies qui nous accorde de voir cette nouvelle année, afin que ce qui doit être soit, et qu'il en soit ainsi partout et toujours, tant que nous marchons dans le chemin de la Mahat, le chemin de la vérité et de la justice, le chemin de la solidarité humaine. Trois valeurs potomitantes de la civilisation africaine qui devraient réenchanter le monde entier. Les mots sont pauvres devant les sentiments profonds que j'éprouve à cet instant précis, au moment où j'essaye de m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous. Nous avons vécu une année 2024
particulièrement palpitante, faite de haut et de bas, faite d'épreuves et de preuves, faite de victoires, mais également faite de défis, de souffrances, d'épreuves. C'est avec une détermination redoublée, une détermination à renouveler, que chacune et chacun d'entre nous doit poursuivre la marche. Qu'il nous soit donc accordé la santé, la lucidité, qu'il nous soit accordé les moyens d'assumer notre mission et de remplir ce mot de Fanon qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je voulais commencer par ces paroles avant d'aborder le thème unique de l'émission du jour. Je voudrais parler de ce que j'appelle la mystification géostratégique et géotactique des troupes néocolonialistes et des troupes impérialistes en Afrique. La tentative désespérée que ces troupes et leurs dirigeants sont en train d'opérer pour les maintenir sous une forme ou sous une autre sur le continent africain. Cette tentative vient d'échouer lamentablement, de révéler de la manière la plus piteuse et la plus grossière son stratagème en Côte d'Ivoire, où un certain M. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé, M. Ouattara joue à se cacher derrière son petit doigt. Et il croit vraiment qu'on ne le voit pas. Voilà quelqu'un qui joue à cache-cache derrière son petit doigt. Il court derrière son petit doigt et il appelle sa femme. Dominique, Dominique. Oui, Chou, est-ce qu'on me voit? Chou, on ne te voit pas. Tu es caché derrière ton doigt. Ah, mais c'est formidable. Alassane Dramane Ouattara commence cette année par une blague de mauvais goût. Et une énième insulte à l'intelligence des Ivoiriennes, des Ivoiriens et des peuples africains. À l'intelligence même du monde. Alassane Ouattara se moque de lui-même. S'il croit pouvoir se cacher derrière son petit doigt et jouer à cache-cache avec le peuple africain de Côte d'Ivoire, jouer à cache-cache avec l'Afrique des souverainetés, l'Afrique des libertés, plus que jamais déterminé à atteindre le quadruple objectif de notre programme. Retrait total des troupes néocolonialistes et impérialistes du sol africain. Démantèlement total de la monnaie néocolonialiste du franc CFA, de tous les pays africains où elle continue à pomper injustement les richesses de nos peuples. Fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Et émergence d'institutions africaines non pas inspirées de la propagande de la démocratie et des droits de l'homme occidentaux, mais de la tradition africaine, de la civilisation africaine, dont les valeurs potomitan de vérité, de justice et de solidarité suffisent bien à inspirer des institutions africaines. L'état de droit sera africain. Et ce n'est pas le concept de démocratie qui sera l'horizon de la politique africaine, mais le concept de la mahatocratie, de la kémétocratie, de l'afrocratie. Car nous avons, dans notre propre histoire africaine, un gisement de valeurs, de pratiques de civilisation, de pratiques institutionnelles, sociales, économiques, traditionnelles, politiques. Nous avons un vivier suffisant pour nous en inspirer et bâtir la République africaine du XXIe siècle. Donc, le temps où le chantage à la démocratie et aux droits de l'homme était utilisé par des puissances notoirement antidémocratiques et hautement criminelles pour, soi-disant, donner des leçons aux Africains, ce temps est passé. Il est passé le temps où, à partir d'une théorie des droits de l'homme qui n'a jamais servi de base pour condamner les puissances négrières dans un tribunal, une théorie des droits de l'homme qui n'a jamais servi de base pour condamner les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité des puissances coloniales,
sur la base d'une théorie des droits de l'homme qui n'a jamais permis de condamner les déportations, les exterminations, les discriminations massives de la barbarie coloniale et néocoloniale, les nombreux coups d'État, les nombreuses guerres fomentées uniquement pour voler l'or, le pétrole, le diamant, le manganèse, le gaz, le lithium, l'uranium des Africains. Maintenant que les Africains savent que ceux qui n'ont pas été capables de s'appliquer leur théorie de la démocratie et des droits de l'homme dans leurs propres tribunaux pour se condamner de tous les crimes qu'ils ont perpétrés et qu'ils perpètrent encore, ceux-là n'ont pas titre à nous dire quelle forme, quelle structure doivent prendre les institutions de notre continent souverain natal. Eh bien, maintenant que les Africains voient clair dedans, dans le jeu de la tyrannie conceptuelle, de la tyrannie, de la maltraitance intellectuelle, la répression intellectuelle contre l'Afrique. Maintenant que l'Afrique retrouve ses coudées franches face à cela, il est hors de question que nous laissions passer des opérations de filoutage, de traficotage, de rabibochage, telles que celles que M. Ouattara Draman veut monter en Côte d'Ivoire sous nos yeux. Et voilà pourquoi nous allons mettre de l'ordre dans la théorie du retrait des troupes néocolonialistes et impérialistes du sol africain. Nous allons indiquer les critères d'un retrait authentique. Et nous allons indiquer les critères des retraits inauthentiques. Les critères des faux retraits. Nous allons faire un double portrait avec une double typologie. Une fois que tel critère sera rempli, vous saurez qu'on a affaire à un faux retrait. Alors que lorsque tel critère seront remplis, vous saurez qu'on a affaire à un vrai retrait. Oui, il y a les faux coups d'État, les coups d'État néocolonialistes qui n'apportent rien aux peuples africains, comme il y a les vrais coups d'État, les coups d'État révolutionnaires qui ont apporté quelque chose de bon aux Africains. De la même façon, il y a des faux retraits, les retraits néocolonialistes, des troupes néocolonialistes qui n'apportent rien de bon aux Africains, et il y a des vrais retraits, des retraits révolutionnaires, des troupes néocolonialistes qui apportent aux Africains la souveraineté dont ils ont besoin. Nous allons mettre de l'ordre là-dedans. On ne va plus mélanger, comme certains veulent le faire, les carottes avec les choux. Ce n'est pas la même chose. Même si les carottes et les choux se retrouvent dans la même marmite, les carottes ne sont pas des choux. Et on ne va pas s'amuser ici à confondre les vessies avec des lanternes. Non. Une vessie peut briller, mais la vessie n'est pas une source lumineuse en tant que telle. On ne confondra pas les vessies et les lanternes. Il y a retrait et retrait. Il y a départ des troupes néocolonialistes, vrai départ et faux départ. Nous allons donc dans cette conférence donner une description, une typologie, de telle façon que nul ne soit capable de nous manipuler dans cette affaire. Vous comprenez? Voilà ce qui est l'objectif de cette émission. Et nous allons procéder d'une manière très simple. Je vais commencer par donner la parole à un expert en mensonges. C'est un expert en mensonges. Il est interrogé sur TV5 qui s'appelle Antoine Glaser. Écoutez comment ils essaient d'expliquer l'annonce par Ouattara Draman que la base du 43e Bima à Abidjan va fermer, qu'elle va être rétrocédée à l'armée ivoirienne et que l'armée française s'en va de Côte d'Ivoire. Écoutez comment on essaie de nous enfumer. Je commence par leur donner la parole. L'armée française est donc en passe de quitter la Côte d'Ivoire. Alors que signifie la fin annoncée de la présence des quelques 1000 soldats déployés à Port-Bouët? Nous posons la question à Antoine Glaser, journaliste et essayiste auteur avec Pascal Hérault de l'ouvrage Le piège africain de Macron aux éditions Fayard. Antoine Glaser, après le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire annonce à son tour qu'elle met fin à la présence militaire française sur son sol. S'agit-il d'un nouveau revers diplomatique pour Paris? Oui, mais en même temps, c'est un... Je m'arrête d'abord là. Le journaliste là, il ment. Alassane Ouattara n'a pas annoncé qu'il mettait fin à la présence militaire de la France en Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que la base militaire française d'Abidjan allait être rétrocédée à l'armée ivoirienne. Vous voyez déjà, le problème avec les gens, c'est qu'ils ne comprennent pas le français. Ou ils font semblant de ne pas le comprendre. Alassane Ouattara n'a pas dit qu'il met fin à la présence militaire française en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dit que la base, le 43e Bima,
va être rétrocédé par l'armée française à l'armée ivoirienne. Ce qui veut dire que les militaires français peuvent rester dans la base du 43e BIMA, mais ils seront sous commandement ivoirien. Vous avez entendu? Le journaliste, là, d'abord, il ment. Parce que, pour mettre fin à la présence militaire de l'armée française en Côte d'Ivoire, il faut commencer par mettre fin à l'accord de coopération militaire qui lie la France avec la Côte d'Ivoire. Tant que l'accord de coopération militaire qui lie la France avec la Côte d'Ivoire n'a pas été dénoncé, on ne peut pas dire que quelqu'un a mis fin à la présence militaire de la France en Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Je suis là pour vous aider à comprendre. Alassane Ouattara n'a pas mis fin à la présence militaire de la France en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit que le commandement du 43e BIMA, base militaire détenue depuis plusieurs décennies par la France, depuis même la période coloniale par la France en Côte d'Ivoire, que ce commandement va devenir ivoirien. Il n'a même pas dit que les militaires français qui sont là-bas vont tous partir. Il dit désormais les patrons du camp sont être des officiers ivoiriens. Alassane Ouattara n'a pas mis fin à la présence militaire française en Côte d'Ivoire. S'il voulait mettre fin à la présence militaire française en Côte d'Ivoire, Ouattara commencerait par faire quoi? Écrivez. Il commencerait par annoncer que la Côte d'Ivoire dénonce les accords de coopération militaire qui lient, eh bien, la France et la Côte d'Ivoire depuis les années 50, 60 jusqu'à nos jours. La Côte d'Ivoire les dénonce. Or, les accords militaires en question n'ayant pas été dénoncés, et ces accords prévoyant la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire et le droit de l'armée française d'intervenir en Côte d'Ivoire, le journaliste français là vous ment. Le journaliste français là, il vous ment. Et Glaser, qui fait semblant lui aussi d'entériner ce que le journaliste a dit, Glaser aussi est un menteur. Écoutons-les. Laissons-les continuer à mentir. Revers diplomatique pour Paris, mais c'est aussi parce qu'on est quand même dans une nouvelle période historique. Glaser et le journaliste disent une deuxième chose. Ils disent que c'est un revers diplomatique pour Paris. C'est faux. Ce n'est pas un revers diplomatique. C'est une ruse. Je recommence. Ce serait un revers diplomatique si les accords de coopération militaire avaient été dénoncés. D'accord? Comme les accords de coopération militaire et de défense franco-ivoiriens n'ont pas été dénoncés, ça là, ce n'est pas ça qu'on appelle un revers diplomatique. Mais en réalité, il s'agit d'un changement de tactique. Il s'agit d'une manœuvre tactique. D'ailleurs, Alassane Ouattara dit plusieurs fois qu'ils se sont entendus. Donc, en fait, c'est un jeu auquel ils jouent. Ils jouent au retrait de l'armée française tout en sachant qu'ils la maintiennent. C'est le jeu de Ouattara avec ses maîtres néocolons. D'accord? Il n'y a pas revers diplomatique ici. Pour qu'il y ait un revers diplomatique, j'insiste à nouveau, il fallait que les accords soient dénoncés. Comme les accords n'ont pas été dénoncés, ce n'est pas un revers diplomatique du tout. C'est une manœuvre de camouflage. C'est une manœuvre pour essayer d'échapper à la vigilance. Et je vais vous expliquer à quelle vigilance ils veulent échapper. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Je vais l'expliquer là, dans cette conférence. Monsieur Glaser et son ami continuent à mentir. Allez-y. Et on voit bien que c'est une période, je veux dire, il n'y avait plus aucune raison qu'il y ait encore des drapeaux français avec des bases militaires françaises en Afrique, en dehors de Djibouti, qui est vraiment... Non, Glaser dit qu'il n'y avait plus aucune raison qu'il y ait des drapeaux et des bases militaires françaises en Afrique. Mais, monsieur Glaser, vous faites semblant de ne pas savoir pourquoi ils avaient été maintenus. Mais les bases militaires et les drapeaux français avaient été maintenus en Afrique pour que, eh bien, l'armée française continue à protéger des dictateurs qui servent ses intérêts. Et l'armée française est plusieurs fois militairement intervenue, soit pour sauver la peau d'un dictateur qui était menacé de chute, soit pour imposer un valet à la tête des pays africains. Son rôle, c'était ça. Son deuxième rôle, c'était de surveiller le pillage de l'Afrique, de s'assurer que l'Afrique est normalement pillée, de sécuriser donc les voies d'exportation des richesses pillées en Afrique. Ça, c'était la deuxième vocation de l'armée française. S'assurer que les multinationales françaises se servent abondamment des richesses africaines,
sans obstacle, n'est-ce pas? Troisième mission, il s'agissait de protéger son influence diplomatique et culturelle. Et donc, entre autres, de surveiller la circulation des idées en Afrique. On sait pourquoi ces bases étaient là. On sait pourquoi ces bases sont là. Elles sont là parce que, comme l'a dit M. Chirac, qu'est-ce qu'il a dit? M. Chirac, vous avez dit quoi là? À quelles conditions a-t-on de l'argent en France? Parce que Glaser et son vis-à-vis sont des menteurs. D'où vient l'argent qu'on a en France? Allons-y, Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà, M. Chirac. 2 fois élu président de la République française, Chirac nous dit très clairement à quoi servent les bases militaires. Elles sont là pour s'assurer que l'argent de l'Afrique va entrer et constituer l'essentiel de la fortune de la France. Et cela depuis 600 ans. Celui qui le dit a été 2 fois élu président de la République française. Il sait de quoi il parle. Le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, témoignait même que Jacques Chirac lui a sucré comme ça facilement 3 millions d'euros. Selon le même mécanisme, de toujours prendre, toujours arracher. Spolier les Africains. Dès que les Africains ont quelque chose, on invente des choses pour les déplumer, pour les plumer. On invente quelque chose pour les dépouiller. Là, récemment, là, à la fin de l'année, le verdict qu'ils ont proposé, et contre lequel j'ai fait appel, c'était de dire quoi? Les Africains me donnent 34 000 euros, 35 000 euros. Je récupère seulement même 28 000. Entre-temps, M. Macron m'a enlevé 3 mois de salaire. Et maintenant, il instrumentalise la justice pour qu'on m'arrache 10 000 euros dedans. Alors que ce n'est pas l'argent de la France. Il n'y a même pas un particulier à qui j'ai pris 1 euro. Il dit, arrachez-lui 10 000 euros. D'abord, tu lui enlèves 3 mois de salaire, ça fait 14 000. Ensuite, ses amis lui donnent 35 000. Il reste au moins un peu pour vivre dedans. Et puis toi, tu viens, prenez-lui 10 000, arrachez-lui 10 000. Pourquoi on lui a donné autant d'argent? Voilà la logique française. Voilà la logique néocolonialiste. Voilà la logique de l'expropriation. Voilà, c'est ça la logique. Constamment en train de piller les Africains. Dès qu'il y a un Africain qui émerge et qui échappe à la misère dans laquelle on veut l'entretenir, on n'a qu'une seule obsession, le piller. Et c'est comme ça pour le continent. Depuis 600 ans, piller le continent. C'est pour ça que les bases ont été maintenues. Elles n'ont pas été maintenues pour autre chose. Ce ne sont pas des bases pour la sécurité des Africains, non. Mais pour la sécurité, du pillage. Pour la sécurité, du ramassage, que dis-je? De l'expropriation africaine. C'est pour cela que ces bases ont été conçues. Glaser n'est pas capable de le dire. Et le journaliste d'apparence africaine qui parle n'en est pas non plus capable. Pourquoi? Parce qu'ils sont chargés d'entretenir l'entourloupe. Ils sont chargés de nous tromper. Écoutons-les. Tourner vers le proche Moyen-Orient, qui est totalement autre chose, où il y a le monde entier, les Américains, les Chinois. Mais je veux dire que ça soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, c'est vrai que c'est une sorte d'anachronisme historique. Je veux dire, à la chute du mur de Berlin en 1990, finalement, il n'y avait plus aucune raison. Pendant 30 ans, de 60 à la chute du mur de Berlin, la France, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, continuait à avoir une sorte de présence. Mais... Oui, il essaie toujours d'expliquer la présence militaire française en Afrique par des motifs faux, en sachant que c'est faux. Oh, la France était en Afrique pour lutter contre l'Union soviétique. Depuis quand la France peut lutter contre l'Union soviétique? Oui, ce sont ces journalistes-là qui ont déformé l'opinion pendant plusieurs décennies. La France était en Afrique pour lutter contre l'Union soviétique. La France peut-elle lutter contre l'Union soviétique? L'Union soviétique a libéré la France. L'Union soviétique là, dont vous parlez là, elle a libéré la France du nazisme et du fascisme. L'Union soviétique.
Et la France n'a jamais été, au XXe siècle, ni au XXIe siècle, en capacité de faire la guerre contre l'Union soviétique. Glaser est un menteur. L'armée française n'était pas présente en Afrique pour lutter contre les soviétiques. Non, mais pour s'assurer le pillage de l'Afrique. Oui, voilà la vérité. Est-ce que vous comprenez? Voilà les pseudo-experts là, qui, ces 20-25 dernières années, ont enfumé tellement de gens qu'on a fini par penser que quand ils parlent, c'est utile. Non, ce qui est utile, quand ils parlent, c'est de voir comment ils mentent. Écoutez. C'était vraiment une sorte de rente politique et économique qui n'avait plus lieu d'être. Donc, encore une fois, c'est une sorte... Ah oui, ça sort enfin un petit motif. C'était une sorte de rente politique et économique. C'est-à-dire que monsieur met en avant des faux motifs et il cache les vrais motifs derrière. Ce n'était qu'une rente politique et économique. Non, c'était d'abord cela. C'était d'abord cela, la rente économique. La rente politique, c'est le but. La dialectique des trois M. Missionnaire, marchand, militaire. C'est cette même dialectique qui explique la présence de ces bases militaires. Elles sont là pour s'assurer qu'on peut récupérer du pétrole africain gratos, du gaz africain gratos, de l'uranium africain gratos, qu'on peut récupérer du bois africain gratos, qu'on peut ramasser à large brassée du cacao et du café, on peut ramasser du coton. Elle est là pour s'assurer qu'on peut piller l'Afrique en paix. Et que les dirigeants et les oppositions africaines qui n'en veulent pas, on peut leur trancher les têtes utilement sous toutes sortes de motifs. N'est-ce pas? La suite. D'anachronisme historique qui s'est fait malheureusement dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. La France s'est vraiment fait virer. Là maintenant, il y a une anticipation de la Côte d'Ivoire avec bien sûr l'accord de Paris. Mais on voit que c'est une... Maintenant, ils veulent nous faire avaler que la France a décidé d'anticiper en Côte d'Ivoire, d'anticiper pour que en Côte d'Ivoire ne lui arrive pas ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ou même au Tchad. Mais ce n'est pas vrai, puisque l'armée française ne se retire pas. L'armée française ne se retire pas, elle change la forme de sa présence. Elle change la forme de sa présence en Côte d'Ivoire. Elle ne se retire pas. L'armée française ne se retire pas. Je recommence, parce que l'accord de coopération militaire est encore valable. L'accord de défense est encore valable. De deux, elle ne se retire pas parce que, comme l'a avoué le général Didier Castres en février 2024, ici à Paris, lors d'une audition à l'Assemblée nationale française, le général Didier Castres a bien dit que dans la zone du port autonome d'Abidjan, de l'aéroport d'Abidjan et dans la zone de l'Omo Nord, ils étaient en train de reconvertir amplement les anciennes troupes militaires en troupes mercenaires, en compagnie militaire de sécurité privée. Et que, à long terme, ils seraient capables d'assurer la présence et l'influence militaire française en Côte d'Ivoire, mais sans une présence visible. Donc, en fait, on va remplacer une armée en uniforme et avec ses couleurs bleu, blanc, rouge par une armée sans uniforme, une armée en civil, qui sera même encore plus nombreuse que l'armée en uniforme n'était, avec les mêmes objectifs. Voilà ce qu'a exposé l'ancien chef d'état-major adjoint de l'armée française, le général Didier Castres, qui est à la tête de la compagnie de mercenaires Géos. Et il a dit que en 2024, il contrôlait la totalité du port d'Abidjan, de l'aéroport d'Abidjan et la zone de l'Omo Nord. Et qu'ils avaient ainsi réussi une reconversion parfaite qui devrait servir de modèle partout sur le continent. Ensuite, on a écouté M. Bockel, le représentant africain du président français Emmanuel Macron, qui a dit qu'il était question de réorganiser le dispositif socle. Il n'a jamais dit qu'il était question de partir. Réorganiser le dispositif socle. Alléger la présence visible, rendre même la présence visible presque nulle et augmenter la présence invisible. C'est ça le plan. C'est ça le plan qui est appliqué en Côte d'Ivoire. C'est pas autre chose. Donc, M. Glaser et le journaliste qui l'interviewe sont tous à côté de la plaque, mais ils font exprès. Ils font comme s'ils ne savent pas que nous savons ce qu'ils cachent. Nous savons ce qu'ils cachent. On anticipe en Côte d'Ivoire, en effet, pour camoufler les troupes françaises, non pas pour les retirer. C'est pour les camoufler. Et c'est la même opération de camouflage qu'on veut tenter de préparer au Sénégal. C'est la même opération de camouflage qu'on
veut préparer au Gabon, ça ne va pas tarder. C'est le même camouflage. Ce n'est pas un retrait. Pour qu'il y ait un retrait, il faut d'abord que l'accord de défense, l'accord de coopération militaire soit dénoncé. Vous comprenez? Partout où ils n'ont pas dénoncé l'accord de coopération et de défense, l'accord de coopération militaire et de défense, il n'y a pas retrait. Il y a réorganisation. Il y a une nouvelle stratégie pour camoufler. Il y a camouflage. Il y a recomposition, redisposition. D'accord? C'est ce que vous devez comprendre. Je ne fais que réitérer la même information. Il n'y a pas retrait de l'armée française en Côte d'Ivoire. Il y a camouflage. Réorganisation de son dispositif. Conformément d'ailleurs à ce que nous a expliqué en Mondovision, le général Didier Castres. Il a expliqué. Et l'une des choses dont il s'est vanté, le représentant du président français, Bockel, l'une des choses dont il s'est vanté publiquement, c'est que l'armée française a été capable en une journée de déployer 2000 soldats en Côte d'Ivoire qui étaient prêts à attaquer le Niger. Donc, Bockel veut dire que c'est ce type d'intervention qu'il va falloir préparer. Il va falloir organiser le dispositif pour pouvoir mener des interventions éclairs et se retirer rapidement. Un peu comme on envisageait d'attaquer le Niger en septembre 2023, à partir de la Côte d'Ivoire. Non, il n'est surtout pas question, dans la psychologie des dirigeants français actuels, de se retirer d'Afrique. Il est question de cacher leurs troupes, de recomposer leurs troupes, de les renommer, de les relocaliser. Il est question de les fondre dans la masse. Il est question de les rendre invisibles. Le projet macronien est celui de l'invisibilisation des troupes françaises, non pas celui de leur retrait. Parce que depuis qu'ils se retirent là, vous avez assisté à combien de débarquements ici en France? Depuis qu'ils se retirent du Mali, on ne voit pas un débarquement massif de troupes en France. Ils se retirent du Burkina, on ne voit pas un débarquement massif de troupes de retour en France. Ils se retirent du Niger, on ne voit pas un débarquement massif de troupes en France. Ils sont en train de se retirer du Tchad, on ne voit pas un débarquement massif de troupes en France. Où vont-ils? Ils se redéploient autrement. Ils se redéploient autrement. Parce que, en fait, le mot d'ordre, ce n'est pas le mot d'ordre de retrait, mais de réorganisation, de camouflage, d'invisibilisation. On les enlève au point A, ils vont chercher un point B pour se placer. On les enlève au point B, ils cherchent un point C. On les enlève au point C, ils cherchent un point Z. Toujours en train de trouver une solution pour rester. Parce que pour eux, rester, c'est la condition pour maintenir la pression sur les régimes africains. Rester, c'est la condition pour protéger le pillage de l'Afrique par leurs multinationales. Rester, c'est la condition pour maintenir leur standing de grande puissance mondiale à l'ONU. Rester, c'est la condition pour leur crédibilité diplomatique dans l'Union européenne et à l'ONU. Donc, ils sont en train de tout faire pour rester. Vous avez compris? Ils font tout pour rester. Et nous, analystes politiques, qui suivons de près tout ceci, notre rôle, c'est de vous montrer cela, de vous aider à ne pas vous laisser enfumer. D'accord? Laissons-les continuer à mentir. Allez, les deux menteurs, continuez. C'est la fin d'une période historique qui a traîné. La France a continué. Antoine Glaser, pourtant une réarticulation de la présence militaire française en Afrique avait été annoncée, notamment par Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique. Le pouvoir français a-t-il fait une croix sur ce projet? C'est-à-dire, on voit bien que la France s'est fait bousculer en Afrique. Elle se fait bousculer par ses partenaires africains d'une façon plutôt rapide dans des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, d'une façon aussi extrêmement violente au Tchad, parce que le Tchad était vraiment le bastion. C'est là, au moment de la colonisation, les militaires français étaient là depuis quasiment 1900. Alors les bases ont installé en 1940. Donc c'était au cœur de l'Afrique. C'est des retours sur les côtes, mais même sur les côtes, on voit bien qu'en Côte d'Ivoire, à quelques mois d'une nouvelle élection présidentielle, on voit qu'il y a une accélération finalement de prise de distance même du président Alassane Ouattara, qui est quand même jusqu'à présent... Alors, ça c'est faux. Le projet de réarticulation, de réorganisation du dispositif militaire français en Afrique n'a pas été abandonné. Glaser et son vis-à-vis font semblant de croire que ce projet a été abandonné, que ce projet a été bousculé. Non. Ce qu'on observe, c'est exactement l'accélération de la mise en place de ce projet. L'accélération de l'invisibilisation. Alors, je vois
les gens qui posent la question de savoir comment peut-on invisibiliser tout le matériel militaire. Mais on le met sous le nom de l'État hôte. Comment invisibiliser le matériel militaire au 43e BIMA? C'est pas compliqué. On décrète que le 43e BIMA, c'est un camp ivoirien. Et que toutes les armes qui sont au 43e BIMA sont ivoiriennes. C'est pas fini. On peut même les peindre toutes aux 3 couleurs de la Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est ça l'invisibilisation. On dit tout simplement, désormais, tel camp militaire qui nous appartenait vous appartient. Et puis, les mêmes matériels restent là. On leur donne. D'ailleurs, on a vu les défilés militaires en Côte d'Ivoire se faire avec le matériel français, oui ou non? Il y a quelqu'un qui pose la question de l'invisibilisation. Mais on peut invisibiliser simplement en donnant l'impression d'avoir nationalisé le matériel de guerre de la puissance néocoloniale. Alors que ce matériel va rester sous son contrôle. Que ces experts restent là, que rien ne change en fait. Les experts vont se mettre en civil. Ils vont se redéployer dans des compagnies militaires privées, un peu comme Géos l'est à Abidjan aujourd'hui. Et puis on va appeler tout ce matériel-là matériel de l'armée ivoirienne, alors qu'on sait que ce n'est pas son matériel. Un peu comme on l'a vu lors des défilés militaires en Côte d'Ivoire, où Ouattara fait défiler un matériel qui n'est pas à lui. Juste en croyant qu'il va impressionner le Mali, le Burkina, le Niger avec ça. Alors qu'on sait que c'est faux, c'est pas à lui. C'est pas à lui. Parce que lui, de toutes les façons, il ne veut même pas que son armée soit bien armée. Il a peur d'une armée armée, Alassane Ouattara. Pour preuve, il a fait présider tout un défilé militaire, diriger tout un défilé militaire à Yamoussoukro par un général de brigade qui portait un revolver sans culasse, Chérif Ousmane. Une humiliation inconcevable pour un militaire. Faire diriger un défilé par un général de brigade avec une arme sans culasse. Ça, c'est la honte totale. Alassane Ouattara n'a jamais voulu que l'armée ivoirienne soit armée. Car, venu au pouvoir par le pouvoir mercenaire, venu au pouvoir par l'intervention néocolonialiste française, il l'a dit ouvertement, il doit tout à la France. Donc ce n'est pas lui qui va désarmer la France en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Car, en fait, la seule armée en laquelle lui, il a confiance en Côte d'Ivoire, c'est l'armée française. C'est pas Ouattara. Monsieur Glazer, la réarticulation du dispositif, c'est la politique qui a été retenue par le président Macron. Il n'a pas renoncé à réarticuler le dispositif. Les stratèges qui ont parlé devant les commissions de défense françaises ont été très clairs là-dessus. Il ne s'agit surtout pas pour la France, du point de vue de son élite de gouvernement actuel, de retirer ses troupes d'Afrique, mais de les organiser autrement. Il lui faut trouver un moyen pour conserver une influence militaire dans le continent, mais en échappant aux obstacles de la visibilité. Le problème permanent des dirigeants français actuels, c'est la visibilité de leurs troupes. Et toute l'opération consiste à rendre autant que possible les troupes invisibles. Mais rendre invisible, ce n'est pas faire disparaître. C'est rendre même encore plus efficace. Parce que les troupes invisibles pourront opérer avec encore plus de garantie de surprise que les troupes visibles. Voilà pourquoi c'est un vrai problème qui est posé à l'Afrique. Cette réorganisation du dispositif français, tout comme la réorganisation du dispositif de l'OTAN, doivent être l'objet d'un travail sérieux des dirigeants africains, des intellectuels, des analystes politiques. On doit procéder à un travail scientifique sérieux sur cette affaire. Il ne faut pas la prendre à la légère. Très proche de Paris, on voit qu'il y a une accélération avec bien sûr débaptisé le 43e BIMA qui était le bataillon de l'infanterie de marine, nommé finalement ça s'appellera Ouattara Thomas d'Aquin qui est le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Donc on voit qu'il y a une accélération. En tout cas, on note au passage que Ouattara voulait absolument que son nom soit sur cette base. Mais comme ça tombe bien qu'il y a un général qui s'appelait Ouattara Thomas d'Aquin, il met son nom dessus, mais c'est une manière de dire que c'est sa base. Hein? On continue. Une vraie inquiétude par rapport finalement à cette jeunesse africaine en recherche de souveraineté et que les chefs d'État, ils accélèrent. Et donc, on voit bien que Paris est complètement maintenant marginalisé. Alors justement, Antoine Glazer, pour certains Africains, le départ de l'armée française constitue une rupture historique et salutaire. Peut-on voir les choses ainsi ?
Oui, on peut pas dire autrement. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il y aura plus du tout de militaires français, des forces spéciales pour former. Mais je veux dire, Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu Glaser? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de militaires français. Des forces spéciales un peu partout pour former. Vous avez entendu? Non, le même qui dit, ils s'en vont, on reconnaît qu'ils restent. Mais combien de forces spéciales africaines y a-t-il en France? Vous pensez que les officiers africains, aucun n'a le niveau pour former un officier français? Mais pourquoi les officiers africains ne viennent pas enseigner l'art militaire en France? Il y a de brillants officiers qui enseignent dans les écoles d'art militaire, les écoles d'art militaire en Afrique. Pourquoi ils ne viennent pas enseigner en France? Pourquoi ces officiers ne viennent pas? Pourquoi il n'y a pas de force spéciale africaine en France? Glaser n'en parle pas. Glaser vous dit maintenant le fond de sa pensée d'une petite phrase. Je reviens juste derrière. Pourquoi vous voyez comment il faut les écouter? oui, on peut pas dire autrement. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il y aura plus du tout de militaires français, des forces spéciales pour former. Mais je veux dire, l'Afrique c'est totalement mondialisé. Ces chefs d'État, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Donc Antoine Glaser lui-même dit qu'il y aura toujours des militaires français en Afrique. Et que ceux qui pensent que la rupture là dont on parle, ça veut dire leur départ total, se trompent. Parce que lui, Glaser, il sait qu'ils sont en train de tout faire pour rester. N'est-ce pas? La suite. Pourquoi est-ce que la France serait toujours en situation de monopole dans ces pays? C'est là où on voit qu'il y a un changement réellement historique. La France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. L'Afrique se mondialise à une vitesse absolument accélérée. Et donc, je veux dire, la France, encore une fois, est restée beaucoup trop longtemps à se croire chez elle sur un continent mondialisé. Antoine Glaser, vous parlez d'accélération de l'histoire. Cette accélération pourrait-elle permettre de refonder des relations avec certains pays africains sur des bases plus saines? Il va falloir quand même déjà changer d'attitude. Il va falloir que la France, qui a exporté dans tous ces pays, non seulement bien sûr sa constitution, sa langue, qui n'est pas une mauvaise chose, mais l'ensemble de son économie. Elle a eu une rente politique et économique pendant quand même 30 ans des indépendances jusqu'à la chute du mur de Berlin. Maintenant qu'elle se mondialise, c'est vrai qu'il va falloir quand même que la France... Voici un pseudo-expert. Il parle de tout ce que la France a exporté, sa constitution, sa langue, etc. Il ne parle pas des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides, des exterminations. 1 million de personnes massacrées au Cameroun par l'armée coloniale française, accompagnée de ses supplétifs africains, il n'en parle pas. Les massacres de Madagascar, les massacres d'Algérie, il n'en parle pas. Les massacres de Côte d'Ivoire, il n'en parle pas. Il ne parle pas de ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité qui ont été exportés et qui ne sont l'objet d'aucune procédure judiciaire. Aucune. Aucune. Il n'y a aucun tribunal de France qui soit ouvert pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés depuis plusieurs centaines d'années jusqu'au XXIe siècle par l'armée française en Afrique. Et ce type-là est en train de nous parler d'exportation de sa constitution et de sa langue. Comme si c'était cela qui était le problème. D'ailleurs, de quel droit elle exporterait sa constitution et sa langue si elle n'avait pas colonisé avant? Une colonisation qui n'est même pas en début de juridicisation. Tous ces donneurs de leçons qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Oh, vous attisez le sentiment, vous attisez la haine. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait payer à l'Allemagne des indemnités à la France? Jusqu'en 2010, l'Allemagne a payé à la France des indemnités pour les dégâts qu'elle a provoqués pendant les deux guerres du XXe siècle. L'Allemagne a payé. La voisine de la France, là, elle a payé. Et pourquoi les pays coloniaux ne doivent-ils pas payer les Africains? Pourquoi on ne doit pas débattre du fameux problème de la dette en rapport avec la question de la haute criminalité coloniale? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire une péréquation entre la dette internationale de l'Afrique envers l'Occident et les actes de barbarie, de haute criminalité perpétrés par l'Occident contre l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas procéder à une évaluation comparative? Pourquoi? Alors que la France s'est fait payer par l'Allemagne. Alors que la France a fait payer Haïti. Alors qu'elle y avait imposé un système d'esclavage, d'exploitation de l'homme par l'homme, elle a fait payer à Haïti les indemnités aux propriétaires d'esclaves. Et elle s'est fait rembourser ses investissements de puissance négrière à Haïti. Jusqu'au XXe siècle. Voilà des gens qui savent se faire rembourser. Y compris à tort et à travers. Mais qui ne veulent pas que les Africains en parlent.
Glaser, il nous parle d'exportation de la langue, exportation de la Constitution. Il ne voit pas les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les exterminations, les déportations, les génocides qui ont été perpétrés. Il ne les voit pas, Glaser. Vous pouvez le mettre toute la journée à faire un bilan des exportations françaises vers l'Afrique. Il oubliera les crimes. Il n'en parlera pas. Et on appelle cela un expert. Quel abus de langage. Heureusement, nous en avons délivré l'Afrique de ces experts à la petite semaine. Laissez-le continuer à mentir un peu. Elle est un partenaire parmi d'autres partenaires, mais elle n'est plus en situation de monopole, en situation dominante comme elle l'a été, avec une sorte de rente politique. Mais écoutez, M. Glaser devrait avoir le courage de dire que la France travaille maintenant beaucoup plus étroitement sous l'égide de l'OTAN commandée par les États-Unis. Les États-Unis sont la grande puissance de l'Occident. C'est la puissance tutélaire de toute l'Union européenne. À travers l'alliance militaro-politique de l'OTAN, les États-Unis ont développé une nouvelle politique de défense en Afrique à travers leur AFRICOM et leur commandement de l'Atlantique Sud. Ils ont décrété que l'OTAN, qui est une organisation militaro-politique de défense de l'Atlantique Nord, va devenir une organisation de défense militaro-politique de l'Atlantique Sud. Ils ont décidé qu'ils installent un commandement des forces américaines pour l'Afrique. Et c'est sur ce modèle que le régime Macron organise actuellement le commandement français pour l'Afrique. Il n'y a pas de commandement africain pour la France. Il n'y a pas de commandement africain pour les États-Unis. Mais il y a un commandement américain pour l'Afrique. Qu'on aurait voulu installer à Bamako, au Mali, lorsque le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, répondit non. Le commandement américain pour l'Afrique est basé actuellement à Stuttgart, en Allemagne. Mais la question est toujours là. Ce n'est pas parce que désormais l'armée française va opérer étroitement sous le parapluie de l'OTAN, c'est-à-dire de l'AFRICOM, qui est la grande puissance qui chapeaute le système de défense de l'Occident. Ce n'est pas pour cela que les Africains éveillés, les Africaines éveillées ne vont pas continuer à demander le retrait total, je dis bien total, des armées néocolonialistes et impérialistes occidentales du sol africain, sans exclusive. Ce retrait total est exigé. Il est exigé des troupes françaises, mais il est exigé des troupes américaines. Qui peut nous expliquer ici pourquoi les États-Unis disposent désormais de plus de 800 bases militaires sur la Terre? Quelle est la justification scientifique de la possession de 800 bases militaires, plus de 800 bases militaires par les États-Unis sur la Terre? Quel est le scientifique, le savant, le politologue, le philosophe américain qui peut venir nous dire que cela s'appelle respecter la liberté du monde? Développer plus de 800 bases militaires, rien que les États-Unis, 800 bases militaires sur la Terre. Rien que cette carte des bases militaires américaines n'est-elle pas la négation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Est-ce que ça doit continuer? Parce que la déstabilisation que connaît l'Afrique, elle avait pour but d'imposer les bases de l'OTAN et de renforcer les bases françaises. C'était cela le but. On a organisé la déstabilisation du Mali pour imposer aux Maliens d'accepter le retour de l'armée française au sol. Et je vous rappelle que nous avons étudié les circonstances dans lesquelles l'armée française s'est retrouvée sur le sol malien. Il est important que vous sachiez qu'en 2013, en janvier, celui qui était alors chef de l'État du Mali, le professeur Dioncounda Traoré, n'a jamais demandé à l'armée française de sauter sur le sol malien. Il avait demandé 2 aides. Du renseignement aérien et un appui-feu aérien, c'est-à-dire une aide par des frappes d'aviation militaire et une aide par du renseignement satellitaire. C'est tout ce que le président Dioncounda Traoré avait demandé. Au lieu de respecter la parole malienne, François Hollande en a profité pour déverser près de 6 000 hommes sur le sol malien. Pourquoi? Parce que, on le sait, la déstabilisation de la Libye avait pour but la déstabilisation du Sahel et la déstabilisation du Sahel avait pour but d'imposer aux États sahéliens d'accepter la présence militaire occidentale. De la même façon qu'on a laissé descendre les terroristes sur le golfe de Guinée pour imposer à tous les pays africains du golfe de Guinée d'accepter des bases militaires occidentales. C'est ce plan qu'Obama a décidé d'appliquer le 27 mai 2011, quand le président Issoufou lui dit « Ne détruisez pas la Libye, si vous détruisez la Libye, président Obama, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. » Obama a dit « Non, 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 on ira jusqu'au bout. On va finir le job. We will finish the job. »
Dans la même époque, Lavrov dit à Fabius, mais vous demandez à intervenir au Mali militairement, mais vous allez combattre au Mali les terroristes que vous avez, vous, Français, armés en Libye. Et Fabius a répondu, c'est la vie. Donc, les Africains cultivés et informés savent que la déstabilisation du continent n'a jamais été un accident qui serait la conséquence du dérapage de l'intervention de l'OTAN en Libye. Non. La déstabilisation du continent faisait partie du plan. Les Africains cultivés le savent. L'Afrique éveillée le sait. Donc, M. Glaser ne peut pas nous cacher le plan de l'OTAN que nous connaissons. Et les plans français s'intègrent aujourd'hui dans le plan de l'OTAN. Il s'agit d'une influence à plusieurs. Un peu comme ils ont fait au Sahel. Il y en a un qui vient et il fait venir tous les autres. On s'est retrouvé à une situation où même le Danemark avait des soldats sur le sol malien. Astaghfirullah. Qu'est-ce que les Danois, qu'est-ce que les militaires danois ont à venir chercher sur le sol malien? Les Finlandais, eux aussi, étaient venus au Mali. À un moment donné, même, il y a des gens, ils étaient venus du Bhoutan. Vous savez où se trouve un État pareil? Le Bhoutan. Même des Bhoutanais étaient venus aussi, soi-disant, pour défendre... Ils étaient soi-disant venus défendre le peuple malien. Vous croyez en ça? Vous croyez en ça? L'Afrique sait qu'elle est déstabilisée par l'OTAN. Et que toutes les puissances membres de l'OTAN sont dans le même plan. Une Afrique fragile, c'est une Afrique dont les matières premières seront aisément exploitables, alors qu'une Afrique forte est une Afrique qui va transformer ses matières premières elle-même, devenir une grande puissance économique. Il n'a jamais été question dans les plans de l'OTAN de voir émerger des grandes puissances économiques en Afrique. C'est clair. Et donc la déstabilisation que l'Afrique subit actuellement, elle fait partie des plans de l'OTAN. Et ce ne sont pas les petites phrases de M. Glaser qui vont nous faire oublier toute la carte continentale du positionnement des bases militaires de l'OTAN, des bases militaires françaises, des multinationales occidentales, d'accord? Et le positionnement de toutes les guerres civiles continentales. Si vous prenez les cartes de tous ces phénomènes que j'ai évoqués, vous vous rendrez compte qu'elles tombent les unes sur les autres, pile poil. Vous cherchez les matières premières stratégiques. Si vous savez où elles se trouvent, vous savez également où se trouvent les principales guerres alimentées par les officines occidentales. Si vous savez où se trouvent les principales guerres alimentées par les officines occidentales, vous savez également où sont positionnées les bases militaires occidentales. Si vous savez où sont positionnées les bases militaires occidentales, vous savez aussi où sont positionnés des chefs d'État despotes, vassaux du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. Les cartes tombent les unes pile poil sur les autres. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Nous, Africains, qui étudions la marche de notre continent, savons que la déstabilisation à laquelle nous avons affaire n'est pas accidentelle. Elle est essentielle au plan d'hégémonie mondiale de l'Occident. Écrivez ça. On ne commence pas cette année avec des demi-vérités. Nous ne commençons pas l'année 2025 avec des demi-vérités. Nous la commençons en clarté. Nous la commençons en affirmant nos thèses scientifiquement établies et qui rayonneront pour toujours dans notre livre qui sort à Bamako. L'impérial terrorisme, la forme actuelle de la déstabilisation, de l'impérialisme occidental et moyen-oriental en Afrique, avec les preuves de l'agression de l'OTAN contre l'Afrique. Tout est dans ce livre. Que des choses vraies et vérifiées. Le reste, j'ai laissé à côté. Voilà. Donc, M. Glaser, mentez encore. Avant qu'on conclue. Économie qui faisait que ses propres partenaires, finalement, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, lui laissaient gérer à sa guise l'ensemble de ses colonies. Mais je veux dire, c'est encore une fois, il n'y a pas eu, c'est un manque d'anticipation. Au moment de la chute du mur de Berlin, tout le monde regardait la réunification de l'Allemagne et la France a pensé qu'elle pouvait continuer à rester chez elle en Afrique ad vitam aeternam, comme avant. Mais sauf qu'elle s'est trouvée hors sol par rapport à une Afrique qui se mondialisait alors qu'elle-même se bunkérisait. Donc c'était pas possible qu'il n'y ait pas des changements majeurs, rapides et radicaux comme il y a actuellement. Maintenant que la fin de la présence militaire française est annoncée, quelle pourrait être la manière pour Paris, pour la France, d'être présente sur le continent africain? Quelle pourrait être son influence?
Bah, l'influence de la France, c'est d'abord, si la France s'est préoccupée un peu plus de sa diaspora, vous avez une richesse. Je veux dire, la France a quand même aussi en Afrique une connaissance de l'Afrique extrêmement importante. Oui, voilà quelqu'un qui est supposé être un expert en matières africaines et qui ne connaît pas la priorité aux causes principales d'un problème. Mais il faut commencer par réparer les crimes de guerre, les crimes coloniaux qui ont été perpétrés par la France. Il faut les juger, les condamner et les réparer. Ça, c'est la première des choses. C'est pas votre bavardage, là. Ah, sa grande diaspora, ah, sa langue, etc. Non, messieurs, vous devez passer à la caisse et vous devez payer. En 2025, j'appelle tous les magistrats africains. J'appelle tous les pouvoirs judiciaires africains à faire leur travail. Ouvrez les procès des crimes négriers, des crimes coloniaux et des crimes néocoloniaux. Toutes les puissances qui ont bénéficié du commerce des hommes et des femmes noirs doivent payer. Elles doivent être condamnées et doivent payer. Et si elles ne veulent pas payer, l'Afrique peut se payer à travers leurs soi-disant dettes que l'Afrique doit leur rendre. À travers leurs avoirs en Afrique, l'Afrique peut se payer, si elles ne veulent pas payer. C'est trop facile. L'Allemagne a payé. Haïti même a payé. Vous devez payer aux Africains ce qui leur a été volé. Les vies qui leur ont été volées. On doit en discuter au tribunal. Puisque vous aimez les tribunaux, mais vous allez voir, les tribunaux vont ouvrir en cascade partout en Afrique. 2025, je vous le dis. Les magistrats vont juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de pillage, les crimes culturels, les destructions d'œuvres d'art. Tout ça va être jugé. Et il y a des montants qui vont être réclamés par les tribunaux africains. Puissance par puissance. Cette affaire va être jugée. Ça ne va pas se passer par perte et profit. Oh, on a une formidable diaspora. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça s'est passé entre la France et l'Allemagne. Il y a eu évaluation, il y a eu réparation. C'est comme ça que ça va se passer entre l'Afrique et l'Occident. Entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Tout cela va se passer par vérité, justice, réparation. La réconciliation viendra après. Est-ce que c'est clair? Glaser est en train de nous enfumer. Heureusement que nous voyons clair. Mais au lieu, si elle s'intéressait beaucoup plus, au lieu d'exporter en Afrique ce qu'elle est elle-même, elle s'intéressait plus à l'Afrique des Africains. Elle a quand même eu de très grands instituts de recherche scientifique, de l'IRD. Écoutez-moi ça. Et dès qu'il faudrait s'intéresser davantage à l'Afrique des Africains, on ne vous a pas demandé ça. Vous pouvez vous intéresser à l'Asie des Asiatiques aussi, à l'Amérique des Américains. Mais ce n'est pas ce que les Africains vous demandent. Les Africains ne vous demandent pas de vous intéresser à eux. Ils vous demandent de rendre ce que vous leur avez pris. D'autant plus que, comme le dit Jacques Chirac, cela risque de nous conduire à des pires convulsions. Les Africains ne vous demandent pas de vous intéresser à eux. C'est trop tard. Le temps où l'Afrique disait, par ici le regard, regardez-moi. Je suis noir et je suis beau. Non. L'Afrique ne vous demande pas ça. L'Afrique dit, on va juger, on va évaluer et vous allez payer. Et après, nous aurons des relations respectables entre nous. Voilà. On ne vous demande pas, ne vous intéressez pas à l'Afrique. L'Afrique s'intéresse à elle-même, c'est déjà pas mal. Alors, si l'Afrique vous intéresse comme sujet intellectuel, tant mieux. Mais ce n'est pas ce qui intéresse les Africains. Ce qui intéresse les Africains, ce n'est pas qu'ils deviennent un sujet intéressant pour vous. Ce qui intéresse les Africains, c'est que justice, vérité leur soit rendue. Et nous sommes au siècle de la justice et de la vérité. Et les Africains se rassemblent autour de la justice et de la vérité. Ils agissent en solidarité pour l'obtenir, la réaliser, cette justice et cette vérité, par la lutte organisée. La lutte populaire. Voilà. Donc on ne vous demande pas de nous regarder, ne nous regardez pas. Est-ce que moi je suis sur RFI actuellement? Bon, je suis sur ma page Facebook, ma page YouTube, ma page TikTok. Celui qui veut me regarder, vient me regarder là. L'Afrique ne va plus venir chez RFI, France 24, CNN, etc. vous demander quoi que ce soit. Les satellites africains vont voler bientôt. Hein. On n'aura même plus besoin des réseaux sociaux que vous contrôlez. Est-ce que vous vous en rendez compte? Bientôt, on n'aura même plus besoin des réseaux sociaux que vous contrôlez. Il y aura des réseaux sociaux africains, comme il y a des réseaux sociaux chinois contrôlés par la Chine, russes contrôlés par la Russie. Il y aura des réseaux sociaux africains contrôlés par les Africains.
Ah, c'est vous qui devez faire, vous devrez vous connecter et puis respecter les règles africaines pour circuler dans les réseaux sociaux africains. C'est comme ça. Mais les Africains ne sont plus en demande de ça. Ne vous intéressez pas à l'Afrique, on n'en a rien à foutre. Mais il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des crimes contre l'humanité, il y a eu des pillages énormes, il y a des réserves d'or qu'il faut rendre, il y a des réserves financières qu'il faut rendre, il y a eu des expropriations, il y a eu des spoliations qu'il faut réparer. Ça, c'est ce qui intéresse les Africains. Le reste ne nous intéresse pas. Vérité et justice sur toute la ligne. Exactement comme vous l'avez fait avec l'Allemagne. Comme vous l'avez fait au détriment de Haïti, on va corriger ça. C'est quand même pas possible que vous indemnisiez les propriétaires d'esclaves et que les descendants d'esclaves payent pour avoir été esclavagisés. C'est pas possible ça c'est inhumain. C'est inhumain. C'est inouï. Il est temps quand même que tout ça soit remis à l'endroit. Parce que c'était un monde à l'envers. Un monde où les victimes payent les coupables. En leur disant merci de nous avoir réduits en esclavage. Merci de nous avoir exterminés. Hein, venez encore avec votre franc CFA. Venez nous piller notre or, notre pétrole, notre uranium. Prenez notre uranium pendant 65 ans. Oh, prenez encore. Prenez le gaz aussi. Ah, vous voulez le manganèse. Prenez-le. On va signer. C'est terminé. Vous n'avez pas compris. Mais ce n'est pas simplement terminé au sens où vous n'allez pas continuer. Mais il va falloir payer. Oui, il va falloir payer. Les magistrats africains vont ouvrir les tribunaux là. Puisque les Africains, vous n'hésitez pas à les balloter pour toutes sortes de motifs farfelus dans vos tribunaux, vous allez voir de vrais tribunaux africains s'ouvrir là. Vous allez voir de vraies affaires dans les tribunaux africains avec des témoignages poignants. Ça va s'ouvrir. Du Caire au Cap. De Djibouti à Dakar. Les tribunaux vont s'ouvrir pour rendre justice aux Africains esclavagisés, aux Africains massacrés pendant la pénétration coloniale, aux Africains pillés, spoliés, dépersonnalisés. Justice leur sera rendue. Car c'est la condition pour qu'on se respecte mutuellement sur la terre. On va se respecter quand justice sera rendue. Tant que justice n'est pas rendue, vous n'allez pas respecter les Africains. On vous connaît. Votre manière inimitable de vous asseoir est profondément connue par les Africains éveillés. Donc, justice. Vous aimez la justice? Eh bien, ça tombe bien. C'est la valeur potomitan de la civilisation africaine avec la vérité et la solidarité. Allons-y à la justice. Justice. Monsieur Glaser, finissez. Après, je fais la typologie des deux formes de retrait. Elle a une connaissance de l'Afrique. Si elle s'intéressait vraiment à l'Afrique des Africains, elle pourrait rebondir avec ses diasporas et aussi sa connaissance de l'Afrique, mais pas sa connaissance militaire ou sécuritaire, ou imposer ses vues, mais beaucoup plus finalement, moins en diplomatie d'influence, mais en réalité humaine, sociale, s'intéresser sur le plan humain aux Africains, comment ils fonctionnent, sur le plan familial, etc. Il y a vraiment une refondation nécessaire. Bon, Glaser est complètement décalé. Vous avez vu, il fait toute une interview, il ne parle pas du problème de la justice. Hein. Il ne parle pas du problème des réparations. Il ne parle pas du problème de la dette. Il ne parle pas des problèmes structurels de la relation franco-africaine, de la relation afro-occidentale. Monsieur brode comme ça, il fait des phrases autour du vide. Il fait des circonlocutions. Il tourne autour du sujet. C'est une émission hors sujet que je vous ai fait écouter. Bon, maintenant pour conclure mon intervention aujourd'hui, je voudrais vous faire deux tableaux. La description de ce que c'est qu'un faux retrait des troupes néocolonialistes. Et ensuite, la description de ce que c'est qu'un vrai retrait des troupes néocolonialistes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un faux retrait? Premier critère, quand on vous dit on va retirer les troupes françaises d'un pays, ou les troupes américaines d'un pays, on va retirer les troupes d'occupation néocoloniale ou coloniale ou impériale d'un pays. Quand on vous le dit, le premier critère à vérifier, c'est que les accords de coopération et de défense militaire, donc les accords de coopération militaire ou de défense qui existent entre les deux pays ont été dénoncés.
Tout pays où on vous dit l'armée française se retire, mais sans avoir dénoncé au préalable les accords de coopération militaire, d'accord? Ce pays-là ne connaît pas un retrait, c'est un faux retrait. C'est un pseudo-retrait. Donc, premier critère du pseudo-retrait, l'absence de dénonciation des accords de coopération militaire d'origine coloniale. Deuxième critère du faux retrait. Il y a faux retrait là où vous entendez dire que la décision a été prise d'un commun accord entre l'occupant et l'occupé. Chaque fois que vous allez entendre dire la décision a été prise d'un commun accord entre la puissance néocoloniale française qui occupe militairement le pays et le pays occupé par cette puissance, les dirigeants de ce pays, s'ils vous disent qu'ils sont tombés d'accord, que c'est d'un commun accord qu'ils ont décidé de ce retrait, c'est un faux retrait. Deuxième critère du faux retrait, accord du dominé et du dominant. Il n'y a jamais eu un accord entre le dominé et le dominant. Il n'y a jamais eu un accord entre le pot de terre et le pot de fer. Vous comprenez? Deuxième critère, quand vous les entendez de manière concertée, c'est une décision concertée. Ouattara, par ce mot-là, il vous a déjà dit que ce n'est pas lui qui décide. Que ce camouflage-là a été conçu par ses patrons. Et que lui vient nous pantoufler, au passage, derrière ce camouflage. Donc, deuxième critère du faux retrait, on a décidé ensemble. Jamais le colonisé et le colon ne décident ensemble. Soit le colonisé se décolonise, soit le colon le recolonise d'une manière ou d'une autre. Et c'est à ce titre que Frantz Fanon disait que la liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon. Cette formule de Frantz Fanon signifie que il faut que le colonisé lui-même arrache les chaînes pour que sa liberté ne soit pas une fiction. Le maître n'a jamais libéré l'esclave. Un esclave qui est libéré par son maître n'est pas libre, car il doit sa liberté à son maître, donc est encore un esclave. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Donc quand vous les entendez dire, d'un commun accord, on s'est concerté, c'est faux. Ce n'est pas un retrait. Deuxième critère faux. Deuxième critère du faux retrait, l'accord du colonisé et du colon. Ça n'existe pas. C'est une foutaise. C'est une ruse du colon, avec la complicité du colonisé. Troisième critère des faux retraits. Mais une puissance militaire dit qu'elle se retire alors que l'organisation tutélaire à laquelle elle appartient, elle arrive en force. Troisième critère du faux retrait. On sort par la porte, mais en réalité, on revient par la fenêtre. Dans le cas d'espèce, on a un soi-disant retrait de l'armée française, alors que de l'autre côté, on a un renforcement des bases militaires de l'OTAN. Mais qui est l'OTAN? C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et quels sont les membres de l'OTAN? Eh bien, parmi les membres de l'OTAN, il y a les États-Unis, par exemple, il y a la France. Donc, quand la France dit « nous nous retirons du continent africain », alors que l'OTAN, elle est en train de se battre pour avoir le maximum de bases. Mais les bases de l'OTAN sont les bases de qui? Entre autres, sont les bases de la France, puisque la France est encore membre de l'OTAN. Donc, or, en Côte d'Ivoire, là, par exemple, qu'est-ce qui prouve qu'il y a un faux retrait? Tout le monde a observé l'arrivée massive des troupes, non seulement françaises, qui ont été chassées du Mali, du Burkina, du Niger, en Côte d'Ivoire, mais tout le monde a bien observé que les États-Unis renforcent leur présence militaire en Côte d'Ivoire, oui ou non? Il y a une base qui est envisagée à Odiéné, une base américaine qui est envisagée à Odiéné. Les officiers de l'OTAN siègent à l'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Mais comment l'armée française peut dire « je m'en vais » alors que l'OTAN s'installe? Mais qui est l'OTAN? Mais l'OTAN, c'est aussi la France. Donc, en faisant semblant de sortir par la grande porte du 43e Bima, on revient par la fenêtre de l'OTAN. On n'est pas parti. Donc, le troisième critère des faux retraits, c'est le déguisement du pseudo-retrait dans une organisation militaire plus grande. Ça, c'est le troisième critère. Le faux retrait, c'est ça. Et puis, quatrième critère du faux retrait, le faux retrait d'une puissance néocoloniale s'accompagne de l'augmentation des compagnies de mercenaires dans un pays donné. Quatrième critère, le faux retrait d'une puissance néocoloniale et impérialiste s'accompagne de l'augmentation parallèle du nombre de militaires privés, donc de mercenaires, dans le pays. Voilà 4 éléments du faux retrait. 4. Est-ce que tout le monde a noté? Je recommence.
Faux retrait. 1. Retrait sans dénonciation des accords militaires et de coopération et de défense. Ça, c'est un faux retrait. Premier critère. Dès que vous voyez ça, vous savez que c'est faux. Et de ce point de vue, vous savez très bien que le retrait annoncé en Côte d'Ivoire est faux. Le retrait annoncé pour le moment au Sénégal, il est faux aussi. Il est faux pourquoi? Mais parce que messieurs Sonko et Diomaye ne veulent pas dénoncer les accords de coopération militaire et de défense. Ils ne les ont pas dénoncés. Donc c'est un faux retrait dans ces conditions. Vous voyez le Gabon avec Oligui Nguema. Oligui Nguema n'a pas le courage. Oligui Nguema n'a pas le courage de dénoncer les accords de coopération militaire et de défense avec la France. Parce qu'il sait que son coup d'État a été béni par la puissance française. N'est-ce pas? Il a du mal. D'accord? Sur ce point-là, celui du vrai retrait, mais écoutez, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont dénoncé l'accord d'abord. Ils ont dénoncé l'accord. À partir du moment où ils ont dénoncé l'accord, ils ont déjà coupé le lien juridique, le lien diplomatique international qui leur était imposé. Et maintenant, on peut surveiller les autres aspects sur le terrain. Donc, attention, tout pays qui n'a pas remis en cause les accords de coopération et de défense coloniaux, néocoloniaux et impérialistes, il n'y a pas de retrait là-bas. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Les Africains ne les écouteront pas. Les Africains avertis. Deuxième critère du faux retrait. Je vous ai dit. Le faux retrait. On fait semblant de partir. On fait semblant de partir par la porte, alors qu'on reste par la fenêtre. On reste par une organisation beaucoup plus grande. Troisième critère du faux retrait. Je vous l'ai donné. On fait semblant de partir officiellement, mais on augmente massivement les troupes officieuses. C'est ça, le faux retrait. Et bien sûr, ultime critère du faux retrait, on voit très bien un déséquilibre qui apparaît entre le public et le privé dans la gestion de l'appareil sécuritaire du pays au fur et à mesure que le soi-disant retrait est annoncé. Bon. Voilà le faux retrait. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai retrait? C'est facile, le portrait du vrai retrait. Le vrai retrait commence par la dénonciation des accords de coopération militaire. Ça, c'est 1. 2. Le vrai retrait, il est suivi par un démantèlement. Non pas simplement des bases officielles, mais il est également suivi du démantèlement de la présence militaire privée à travers les sociétés de mercenaires. C'est-à-dire que quand vous dites que vous retirez une puissance néocoloniale militairement de votre sol, vous devez faire la liste de toutes les sociétés militaires privées, de toutes les entreprises de sécurité qui sont sous le contrôle de cette puissance et vous devez les fermer. Et là, vous êtes sûr d'avoir fait partir l'armée officielle et l'armée officieuse. Deuxième critère du vrai retrait. Troisième critère du vrai retrait. Mais le vrai retrait, il est encadré par un délai et il est respecté et appliqué par les autorités souveraines. Les autorités souveraines imposent un délai quand il y a un vrai retrait. Elles donnent le délai. Le Mali, le Burkina, le Niger ont donné des délais. Et ils ont été tenus. Même la MINUSMA a eu un délai. Hein? Le Tchad même a donné un délai. Il a dit 31 janvier 2025, on ne veut plus voir quelqu'un ici. C'est ça, les vrais retraits. D'accord? Et puis, le vrai retrait, il se sanctionne du renforcement des capacités de l'armée nationale par des alliances en faveur de la souveraineté. Le vrai retrait se sanctionne par le renforcement des armées nationales par des alliances qui sont favorables à la souveraineté du pays. Parce que si vous faites un vrai retrait, vous devez savoir que vous aurez affaire à l'hostilité. Et vous devez donc préparer des alliances conséquentes. Vous devez vous allier avec des puissances qui ne sont pas des puissances coloniales, qui ne sont pas des puissances impérialistes, des puissances qui ont les mêmes intérêts que vous. Avoir émergé un monde multipolaire. Ça, c'est le quatrième critère d'un véritable retrait. Et quand vous regardez cela, vous voyez que les pays qui remplissent presque la totalité des critères du véritable retrait, ce sont aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Le Tchad commence à peine à remplir 2 critères. À peine à remplir 2 critères. Est-ce que c'est clair? Donc, avec cette petite typologie que je viens de vous donner, il vous sera aisé de reconnaître des faux retraits qui sont en réalité des déguisements, des micmacs du néocolonialisme. Et c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on voit au Sénégal, c'est ce qu'on voit au Gabon. Des vrais retraits qu'on a vus au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et de ce qui pourrait devenir un vrai retrait qui est en train de s'esquisser au Tchad. Parce que je ne confonds pas la posture du Tchad, du président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, avec celle de la Côte d'Ivoire de Ouattara ou du Gabon d'Oligui Nguema. Mahamat Idriss Déby Itno est allé plus loin. Il a commencé par dénoncer l'accord de coopération, l'accord de défense. Il l'a jugé obsolète et caduc. Il est allé plus loin. Il a donné un délai. Il partait de chez nous le plus tard le 31 janvier 2025. D'accord? Maintenant, il reste à l'observer dans la gestion des conséquences. Est-ce qu'il va savoir passer les alliances qui lui permettent de se préparer au contre-coup? Parce qu'il y aura des contre-coups. Les néocolonialistes ne partent jamais sans te faire ta fête. Il y aura la fête à Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad. Tant pis pour lui s'il ne prend pas toutes les alliances compatibles avec la souveraineté tchadienne avant que les néocolons ne lui fassent sa fête. Moi, je le lui ai dit dans plusieurs conférences. Ça ne va pas se passer aussi calmement que ça paraît se passer. Et je pense que le président Mahamat Idriss Déby Itno l'a bien compris. Il sait qu'il a affaire à porte-partie. Et que tout ne s'arrêtera pas quand, le 31 janvier 2025, le dernier soldat français visible aura quitté le sol tchadien. Il le sait. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pour finir, je voudrais attirer l'attention des Africaines et des Africains sur le fait que le retrait des troupes officielles occidentales et moyen-orientales du sol africain, qui est un objectif noble que nous poursuivons, ce retrait ne sera parachevé que quand il aura été complété par le démantèlement de toutes les compagnies militaires privées du sol africain. Les sociétés militaires privées, c'est-à-dire les mercenaires. Je voudrais simplement vous faire apprécier un petit chiffre que j'ai trouvé et qui peut vous faire réfléchir. En 2017, quelles étaient les 10 principales sociétés militaires privées? On les appelle SMP dans le monde. Selon la source de Walter Breuer-Hostels Cypri, voici les principales sociétés de mercenaires qu'il y avait dans le monde. Numéro 1, Textron, société américaine, créée en 1923, avec un capital de 14 milliards de dollars. Textron est une compagnie de mercenaires américains qui emploie 35 000 personnes dans le monde. Deuxième compagnie, elle s'appelle Leidos. Elle est américaine. Elle a été créée en 1969. Elle a un capital un chiffre d'affaires de 10,2 milliards de dollars. Elle emploie 32 000 personnes dans le monde. Troisième compagnie militaire, en 2017, c'était G4S. G4S. C'est une société de Grande-Bretagne. Elle a été créée en 1901. Elle a un capital, un chiffre d'affaires de 9,98 milliards. Elle emploie dans le monde 570 000 employés. La société de mercenaires G4S a 570 000 employés dans le monde. Elle est britannique. Ensuite, il y a L3 Communication. L3 Communication, c'est la numéro 4. Elle est américaine. Elle a été créée en 1997. Chiffre d'affaires, 9,57 milliards de dollars. Nombre d'employés, 38 000. Cinquième société, elle s'appelle Babcock International. Babcock International, elle est américaine. Elle a été créée en 1962 avec un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars. On ne connaît pas le nombre d'employés. Cassie International est aussi une société, c'est numéro 6. C'est une société de mercenaires américains créée en 62. Elle a 4,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle a 16 000 employés dans le monde. CAE, c'est une société canadienne. Société de mercenaires canadiens. Elle a été créée en 1947. Elle a 2,7 milliards de chiffre d'affaires.
Elle a 8500 employés dans le monde. Ensuite, il y a Dencorp International. C'est une société américaine. Elle a été créée en 1946. Cette société de mercenaires a 2,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle a 26 000 employés dans le monde. Il y a Garda Wold, qui a notamment racheté Aegis. C'est une société canadienne, créée en 1995. Elle a 65 000 employés dans le monde. On ne connaît pas son chiffre d'affaires. Il y a Constellis. Constellis est une société américaine qui possède Academy, c'est-à-dire l'ancien groupe Blackwater, et Triple Canopy. C'est une société de mercenaires américains qui a été créée en 2010 et qui possède 21 000 employés dans le monde. Ça, ce sont les 10 principales sociétés militaires privées au monde en 2017. C'est un classement occidental. Je rappelle que l'Occident n'a pas cru bon de citer là les sociétés militaires privées chinoises ou russes. Parce qu'en fait, les sociétés militaires privées chinoises ou russes en 2017 n'étaient même pas comparables à l'une de celles-ci. Mais ici en France, est-ce qu'on en a? Oui. On a en France plusieurs sociétés de mercenaires qui travaillent en Afrique, comme Prevention Risk Group, Galis Security, Priorisque, Amarante, Risk & Co, Synergie Globale, BBE, Geos, Surtimar, OFAPS, Groupe 9 Academy, Secopex, Sécurité Sans Frontières, Cargus, IFS 21. C'est des sociétés qui travaillent ici, par exemple en France. Je vous en ai cité un certain nombre. Bon. Écoutez-moi, et je conclus là-dessus. Il ne suffira pas d'obtenir le retrait des troupes néocolonialistes françaises ou des troupes impérialistes américaines, des troupes moyen-orientales qui occupent injustement et contre les intérêts des peuples africains le sol africain. Il faudra concomitamment s'assurer que toutes les compagnies militaires privées, les sociétés militaires privées, c'est-à-dire les sociétés de mercenaires de ces pays, sont démantelées. Je recommence. Quand on dit qu'il faut libérer, eh bien, quand on dit qu'il faut libérer l'Afrique de l'occupation militaire, eh bien, occidentale, quand on dit qu'il faut libérer l'Afrique de l'occupation militaire occidentale, on ne dit pas seulement qu'il faut fermer les bases militaires des puissances occidentales en Afrique. Non. On dit qu'il faut fermer les compagnies militaires privées, les sociétés militaires privées, les sociétés de mercenaires occidentaux en Afrique. Parce qu'en fait, la fermeture des bases militaires occidentales en Afrique s'accompagne de l'augmentation du nombre de sociétés militaires privées. Donc, de l'augmentation du nombre de mercenaires. Et puis, actuellement, il y a toute une propagande pour reconvertir les anciens militaires en mercenaires. Cette propagande se fait sur la toile. J'ai été frappé, par exemple, de tomber sur la propagande d'une société de mercenaires qui n'hésite pas à appeler à recruter, qui n'hésite pas à appeler massivement, eh bien, à la rejoindre. Hein? À partir de la place de France ici, il y a maintenant de la pub. Hein? Société de mercenaires. Liste, société, liste. Hein? Voilà ce qu'on lit tranquillement en France. J'ai simplement voulu voir deux ou trois affiches et j'ai été frappé du nombre d'affiches qui incitent les Africains, à s'inscrire, à devenir des mercenaires, qui incitent les Français. Il y a vraiment un appel incroyable. Il y a un appel incroyable. J'ai publié le lien, je vais vous le trouver, voilà. Je vais par exemple sur le site, un site qui s'appelle France Tactical, Conseil et Sécurité. Et qu'est-ce qui est dit dessus? Il est dit, les sociétés militaires privées ou private military company agissent au profit d'entreprises, d'ONG ou de gouvernements pour des services de sécurité ou de défense. Autrefois appelés mercenaires, les contracteurs sont devenus le format légal du métier. Ce sont ceux qui sont employés par les sociétés militaires pour remplir des contrats. Sur un plan politique, les contracteurs agissent en général dans le conflit aux côtés des États, contrairement aux mercenaires qui peuvent être dans le camp des États comme celui des insurgés. Auparavant peu populaire, ce métier très particulier tend à se légaliser en France. Déjà très populaire et accepté dans les pays anglo-saxons pourtant, sur le territoire national, les contractors voient leur profession reconnue pour effectuer des missions de protection maritime contre la piraterie notamment.
Au terme de cet article, vous saurez comment devenir contracteur, sur quel genre de mission un militaire privé peut être engagé et pourquoi ce métier est si controversé. Et on explique comment devenir un militaire privé. Vous n'avez pas de formation militaire, mais vous souhaitez malgré tout devenir contracteur. Il existe désormais un standard international permettant de labelliser une capacité à exercer le métier de contracteur. Il s'agit de la qualification HEPCO, Hostile Environment Close Protection Operator. Cette accréditation est désormais incontournable pour pouvoir exercer des activités de militaires privés, et ceci malgré les expériences professionnelles de certains militaires. La rémunération vous paraît exceptionnelle et vous motive à sauter le pas. Dressons avant tout une liste objective de ce qui peut vous attendre si vous faites ce choix. La majorité des hommes exerçant cet emploi sont des anciens militaires. Pourquoi? L'expérience du terrain, des combats ne s'apprend pas. Oui, il existe des formations sur le marché. Vous devez avoir conscience que ce milieu est relativement fermé. Vous ne trouverez pas annonce sur Indeed ou Pôle emploi d'entreprise vous proposant de vous envoyer en Irak pour exécuter un contrat. Certes, les contrats sont juteux et la rémunération attractive. Certains gagnent jusqu'à 10 000 € par mois. Mais vous vous doutez bien qu'à ce prix, votre vie ne tient pas à grand-chose, etc., etc. On a maintenant une floraison d'entreprises, de mercenaires qui recrutent ouvertement sur le web, ici en Europe et ici en France en particulier. Et ces recrutements atteignent le summum au moment où on nous dit qu'on est en train de fermer les bases militaires officielles. Ce qui nous laisse comprendre que, en fait, on est en train de remplir les sociétés militaires privées des militaires qu'on ne peut plus nous montrer publiquement à travers l'Afrique. Donc, il est important que tous les pays africains passent au peigne fin les sociétés militaires privées présentes sur leur territoire. Et il ne faut pas hésiter à fermer et exclure du marché africain toutes celles qui sont compatibles avec des puissances hostiles à la souveraineté, à la prospérité, à la dignité africaine. Il y a là un travail important. L'opinion est fortement focalisée sur les bases militaires. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que les bases militaires sont en train de se déverser dans des sociétés militaires privées. Elles sont en train de se déverser dans des sociétés de mercenaires. L'Afrique doit déloger les bases militaires néocolonialistes et impérialistes, mais aussi les sociétés militaires privées au service du néocolonialisme et de l'impérialisme. Voilà ce par quoi je voulais commencer. Eh bien, les travaux de cette année par ce moment de vérité. Non, le processus annoncé par Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire n'est pas sincère, c'est pas un vrai retrait, c'est un faux. Les vrais retraits doivent s'inspirer du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et les faux retraits, c'est ce qu'on voit s'esquisser là en Côte d'Ivoire. C'est sans doute ce qu'on va voir s'esquisser au Sénégal et c'est ce qu'on va voir s'esquisser au Gabon. Nous avons encore sous observation le retrait en cours au Tchad, qui a commencé comme il faut. Voilà la vérité. Nous, les Africains, nous devons surveiller comme du lait sur le feu ces retraits. Il ne faut pas qu'ils se déguisent en troupes mercenaires qui, justement, parce qu'elles seront invisibles, pourront encore davantage ensanglanter notre continent que les troupes officielles. Il est hors de question que cela nous échappe. Donc, ils nagent et nous voyons leur dos. Bonne et heureuse nouvelle année à chacune et à chacun d'entre vous. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.